Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que à la faveur de ces dynamiques qui sont encore une fois à cheval entre science et politique, eh bien, les questions agricoles sont parvenues à s'imposer dans les négociations climatiques. Et j'ai même mis dans mon titre, après une mise à l'agenda tardive, les questions agricoles et alimentaires, parce que ça c'est très récent, sont devenues aujourd'hui incontournables dans les négociations climatiques internationales. Alors, si on regarde uniquement ce qui s'est passé au sein des négociations, bon, 2011, le CEPSTA, vous voyez, c'est l'organe technique et scientifique de la Convention, on est bien toujours à cheval entre science et politique, qui réclame un cycle de discussion sur les enjeux agricoles. Enfin, j'allais dire, on est en 2011. Ensuite, au moment de la COP 21 à Paris et des accords de Paris, pour la première fois, la notion de sécurité alimentaire et pas d'agriculture est mentionnée dans une décision de COP. Vous voyez que c'est assez laborieux. En 2017, cette fois, un véritable cycle de discussion est lancé. C'est l'action commune de Coronivia pour l'agriculture. Coronivia Joint Work on Agriculture, c'est KJWA, qui est lancé donc pour 5 ans, 2017-2022. Ça doit être un petit peu moins, mais avec le Covid, ça a pris un petit peu de retard. Et c'est un cycle de discussion dans lesquels 6 thématiques vont être discutées et différents opérateurs, des ONG, des pays, des scientifiques sont amenés à proposer des soumissions, ont été amenés à proposer des soumissions sur différents sujets. L'élevage, l'eau, les dimensions socio-économiques de la sécurité alimentaire et du changement climatique, la qualité des sols, le cycle des nutriments. Euh, et donc là, ouvertement, des chercheurs ont été amenés à produire des notes afin bien, d'exprimer leur point de vue et leurs recommandations sur ces différents enjeux. Donc là, c'était un cycle qui était ouvert et on pouvait déposer des soumissions. Comment ça fonctionnait? Le CIRAD en a déposé une et j'en ai moi-même déposé une, enfin coordonné une. En fait, il s'agissait d'écrire une soumission dans laquelle vous avez à identifier, proposer 5, 6 recommandations. De, pour ma part, c'était sur les questions de sécurité alimentaire et de changement climatique. Donc, il faut proposer des recommandations, dire sur quel article scientifique vous vous basez pour proposer vos recommandations, et ensuite, afin que la soumission ait un impact politique le plus important possible, faire signer votre soumission par des partenaires. Et donc, nous, ce qu'on a fait au CIRAD, c'est qu'on a mobilisé nos partenaires du Sud qui ont été signataires de notre soumission. Donc, ce que je voulais vous dire euh, en partageant cette expérience, c'est qu'il y a des processus qui sont ouverts dans les négociations climatiques. C'est-à-dire qu'on vient officiellement requérir via des soumissions le point de vue des chercheurs. Et là, la mise en forme est véritablement assez proche de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'appuyer sur un état de l'art scientifique et émettre des recommandations à partir de cet état de l'art scientifique. Donc ça, c'était le cycle de discussion de Coronivia. Celui-ci a abouti à la COP 22 de Sharm el-Sheikh en Égypte, à l'initiative quadriennale commune de Sharm el-Sheikh sur la mise en œuvre d'une action climatique pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et là, c'est vraiment un grand pas dans les négociations climatiques quant à la place de l'agriculture, puisque cette fois-ci, la place de l'agriculture est sanctuarisée à travers cette initiative quadriennale commune de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire qu'à partir de 2002, on va devoir parler de l'agriculture dans les négociations climatiques. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette initiative quadriennale? On reconnaît à la fois atténuation et adaptation. Et ça, c'est pas quelque chose qui euh, est évident. C'est-à-dire que ça nous paraît évident, mais d'une part, ça l'est pas. Parce que, comme je vous le disais, la focale a d'abord été mise sur l'atténuation et l'adaptation est venue après.
Donc là, dans cette initiative quadriennale, c'est officiel, on essaye de penser les deux ensemble. Mais surtout, pour de nombreux pays, notamment des pays en transition, je pense à l'Inde, ça a été bien difficile d'intégrer le terme d'atténuation dans l'initiative, parce que l'Inde a craint que ne soit euh, euh, pardon, c'est parce que j'entends plein de petits bruits, donc je ne sais pas si ça correspond à des mains levées, donc je cherche à savoir ce que c'est. L'Inde, pardon, craignait en tout cas que, euh, en intégrant le terme d'atténuation dans l'initiative quadriennale de Sharm el-Sheikh, craint que ça ne soit un frein pour son développement. Or, l'Inde est un émetteur de gaz à effet de serre, de méthane et de CO2, important dans le secteur de l'agriculture, et donc euh, euh, elle craint qu'en mettant le terme d'atténuation, on lui demande de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture. Or, c'est quelque chose auquel elle n'est pas prête du tout, hein. Elle veut bien dire qu'elle doit s'adapter, mais de là à diminuer ou à s'engager dans un processus de réduction de ses gestes, éventuellement chiffré, là, c'est quelque chose que l'Inde réfute absolument. Malgré tout, au terme de négociations complexes qui ont duré assez longtemps, les deux termes figurent dans l'initiative quadriennale de Sharm el-Sheikh. Le terme de food system a été rejeté. C'est assez intéressant, hein, de voir que les food systems ont été rejetés dans les négociations, notamment parce que les négociateurs, une partie des négociateurs africains craignaient que ça soit trop compliqué, trop large, d'aborder à la fois les questions agricoles et les questions alimentaires. Donc là, on voit bien à quel point on travaille en silo, hein. C'est difficile de désectoriser. On pense agriculture, c'est difficile de penser l'agriculture en interaction avec d'autres enjeux, d'autres secteurs, même si alimentation et agriculture sont très liés. Et puis, il faut aussi dire que les États-Unis n'étaient vraiment pas pressés que le terme de food system soit utilisé parce qu'ils craignent qu'on leur demande de consommer moins de viande, hein, pour aller un petit peu vite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est dans cette initiative quadriennale de Sharm el-Sheikh, il n'y a pas d'orientation précise sur les politiques publiques à mener. C'est-à-dire qu'il n'y a ni le terme de climate smart agriculture qui est mentionné, ni celui d'agroécologie. Comme je vous le disais, ça renvoie à ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que ces notions qui apparaissaient au premier abord comme des notions scientifiques sont au contraire aujourd'hui extrêmement politiques. Et donc, les négociateurs, les partis, euh, évitent absolument de faire figurer ces deux termes dans les orientations euh, euh, des décisions de COP. Donc on peut se dire, bon, finalement, c'est pas grand-chose, cette initiative quadriennale de Sharm el-Sheikh, mais on peut aussi se dire que de un, ça sanctuarise la place des questions agricoles, deux, on pense en synergie, atténuation et adaptation, et trois, ça envoie un signal politique fort, à la fois pour la recherche et pour les financeurs. 2 à 4 de la finance climatique est dédiée à l'agriculture aujourd'hui, ce qui est extrêmement peu, alors que 37% des émissions émanent des systèmes agricoles et alimentaires, hein. Donc ça pousse à financer davantage euh, l'agriculture par de la finance climatique et donc à financer aussi de la recherche sur les questions d'agriculture et de changement climatique. Et aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est sur ces 4% de la finance climatique dédiée à l'agriculture, encore 4%, c'est la fourchette haute, hein, seuls 0,3% sont dédiés à l'agriculture familiale. Et vous le savez bien mieux que moi, l'agriculture familiale en Afrique est quand même largement prépondérante. Ça pose vraiment la question du gap entre cette finance climatique et cette agriculture familiale euh, à l'échelle de l'Afrique, qui est vraiment sous-financée euh, par cette finance mondiale climatique. Et quand on y regarde de plus près, on voit bien que la recherche également sur agriculture familiale et changement climatique est extrêmement peu développée.
au CIRAD, on est en train de faire un état des lieux, un état de l'art euh, scientifique des publications sur l'agriculture familiale et le changement climatique, et on a bien du mal à faire cet état de l'art parce qu'il y a extrêmement peu de publications. Donc on voit bien ici que ça met en évidence un gap extrêmement fort sur ces questions, et ce qui nous interpelle, nous, en tant que chercheurs. Ensuite, cette dernière slide, eh bien, elle porte sur la COP 28, la dernière de Sharm el-Sheikh, à laquelle non, c'était un des participants a eu la chance de se rendre. Cette COP 28, elle était particulièrement importante à plusieurs titres. D'une part, parce que j'imagine que vous l'avez suivi, il y a eu une déclaration sur les systèmes alimentaires pour les inclure davantage dans les NDC. Cette déclaration sur les systèmes alimentaires, elle a été donc portée par la présidence émirati, par le sultan Al-Jaber, pour essayer de promouvoir le fait que les systèmes alimentaires doivent être davantage inclus dans les NDC. Je vais en parler ensuite, mais en fait, si l'agriculture aujourd'hui fait partie à 100% des stratégies d'adaptation dans les NDC, euh, concernant l'atténuation pour le secteur agricole, on est aux alentours de 80%. On est aux alentours de 60% pour les systèmes alimentaires. Donc, l'idée de cette déclaration qui a été signée par près de 150 pays aujourd'hui, eh bien, c'est d'inviter les pays à intégrer davantage les systèmes alimentaires dans leur NDC, dans leur contribution nationalement déterminée. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu cette déclaration qui n'est pas une décision de COP. C'est vraiment une déclaration, c'est-à-dire que c'est au bon vouloir des partis, des gouvernements. Ça donne une direction. Après, on suit ou on ne suit pas. Chaque parti fait comme elle le souhaite. Par contre, côté texte, du côté du droit dur, si on revient sur l'initiative de Sharm el-Sheikh, donc qui devait continuer d'être négociée à la COP 28 de Dubaï, eh bien là, il y a un statu quo parce qu'il y a une tension extrêmement forte entre pays du Nord et pays du Sud sur la création d'un nouvel organe. En effet, pour beaucoup de pays du Sud, notamment les pays du G77, donc les pays majoritairement africains, eh bien, il faudrait créer un nouvel organe au sein de la Convention climat pour traiter des enjeux d'agriculture et de changement climatique, alors que les pays du Nord rechignent, ne souhaitent pas que ce nouvel organe soit créé. L'argument principal des pays du Sud, c'est de dire que l'agriculture est un secteur qui est extrêmement éclaté, qui est pris en charge par différents organes de la Convention. Il y a différents financements qui peuvent financer des actions climatiques dans le secteur agriculture, mais que c'est trop éclaté et que s'il y avait un organe qui faisait l'état des lieux et chapeautait l'ensemble des initiatives, eh bien, ça donnerait plus de force, plus de poids à la place des questions agricoles dans les négociations. Les pays du Nord estiment qu'il y a suffisamment d'organes et que c'est pas la peine. Donc on voit bien que ça crée des tensions. Ce qu'on peut dire aussi pendant cette COP28, au-delà de cette déclaration qui est intéressante sur les systèmes alimentaires, au-delà de ce statu quo lié aux tensions entre pays du Nord et pays du Sud, ce qu'on peut dire, c'est que comme ça a du mal à avancer à l'échelle multilatérale, à travers notamment l'action commune de Sharm el-Sheikh, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des initiatives parallèles, des initiatives bilatérales qui vont être annoncées ou qui vont être confortées ou qui vont continuer d'être financées pendant ou grâce à ces COP. Vous connaissez peut-être l'initiative IM4C, Action pour le climat, qui a été lancée, une action qui a été lancée par les États-Unis et les Émirats arabes unis en faveur, pardon, en faveur d'initiatives qui, pour aller vite, s'inspirent de la Climate Smart Agriculture. Pardon, j'ai juste toussé un petit peu.
Pardon. Il y a beaucoup de pollen en ce moment. Donc ces initiatives, elles, en fait, elles vont être portées de façon bilatérale pour promouvoir des approches de type climate smart agriculture. Vous avez sans doute entendu parler, peut-être, dans cette initiative IM4C, de la solution qui consisterait à ajouter des additifs dans la nourriture des ruminants afin qu'ils émettent moins de méthane. Donc on est vraiment sur des solutions extrêmement techniques qui évitent en fait de questionner de façon plus systémique nos systèmes agricoles et alimentaires. L'initiative FAST, quant à elle, est une initiative qui a été lancée par la FAO, qui est plutôt en faveur d'approches proches de l'agroécologie. La Fondation Gates également a lancé des initiatives et elle a abondé le fonds IM4C. On voit bien qu'il y a des solutions bilatérales qui sont proposées, des solutions qui sont différentes. Certaines sont tournées vers l'agroécologie, d'autres vers des approches plus techniques, plus technosolutionnistes. Et donc ces solutions, eh bien, elles sont proposées, elles sont financées, notamment dans les pays du Sud. Et donc on voit bien qu'on a des solutions un peu différentes, quasiment concurrentielles, qui vont être mises en œuvre à l'échelle des territoires ou à l'échelle des pays. Donc, ces deux pôles entre agroécologie et climate smart s'affrontent à la fois dans l'initiative de Sharm el-Sheikh, dans ces initiatives bilatérales, mais elles s'affrontent aussi sur la question du méthane et de l'élevage. Vous en avez entendu parler sans doute, la question du Methane Pledge pose question. Comment on fait pour identifier des métriques pertinentes pour calculer les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage? C'est une question pour nous chercheurs est encore une fois particulièrement complexe, comme dans la mesure où on voit à quel point nos métriques scientifiques servent des intérêts qui sont complètement contradictoires. Si on prend les méthodologies qui sont actuellement proposées par exemple par la Banque mondiale, eh bien on est sur des calculs de métriques qui calculent les gestes, enfin, le méthane par nombre de bétail, par tête de bétail, tandis que des métriques qui sont calculées par ici des collègues du CIRAD, eh bien, prennent en compte l'ensemble du cycle de vie euh, du bétail, notamment lorsque ce bétail est élevé dans des dynamiques pastorales ou agro-silvopastorales. Eh bien, on voit que les émissions de GES sont quasiment nulles. Donc, on est sur deux métriques différentes qui permettent de dire des choses complètement différentes. Et donc, cela montre à quel point les métriques sont importantes et sont utilisées, du coup, dans le champ académique et scientifique pour porter des solutions qui sont complètement différentes. Si vous estimez que c'est le nombre de bétail, le nombre de ruminants qui compte, eh bien, vous mettez sur le même plan le pastoralisme sahélien et l'élevage industriel au nord ou en Nouvelle-Zélande. Alors que si vous prenez la métrique qui se base sur le cycle de vie, eh bien, vous verrez que le pastoralisme est quasiment neutre en GES, tandis que les, euh, les, les- les élevages industriels sont particulièrement émetteurs, sont encore plus émetteurs de GES si on prend le cycle de vie que si on calcule par tête de bétail. Et donc là, en tant que chercheur, on est particulièrement euh, interpellé parce que forcément, vous avez la Nouvelle-Zélande, euh, les Pays-Bas, eh bien, qui vont chercher à imposer l'idée qu'il faut absolument diminuer le nombre de ruminants sur la planète sans tenir compte des spécificités territoriales, régionales. Euh, le CIRAD essaye plutôt de défendre avec ses partenaires du Sud, notamment de nombreux gouvernements du Sahel, l'idée que ben, si on prend les métriques qui sont
qui permettent d'intégrer les cycles de vie du bétail, eh bien, on est sur un cycle de vie qui est quasiment neutre, voire positif. Et donc, il est absolument hors de question, bien sûr pour des questions de sécurité alimentaire et aussi pour ces questions climatiques, de diminuer les cheptels. Donc là encore, on voit bien à quel point science et politique sont vraiment imbriquées. Et puis, je voulais finir par ça, sur cette partie-là. Euh, Aujourd'hui, à l'heure du Global Stocktake, vous savez, au moment où on va évaluer les premières NDC, les interfaces sciences politiques sont plus que jamais sollicitées. Les métriques du méthane au nord et au sud, comme je viens de vous le dire, mais aussi euh, euh, dans le Global Stocktake, il faut par exemple évaluer les politiques d'adaptation. Mais quels critères utiliser pour évaluer les politiques d'adaptation? Alors, on va se retourner vers les chercheurs et on leur dit quels sont les critères pour les évaluer, ces politiques d'adaptation. L'atténuation, c'est assez facile, mais l'adaptation, c'est plus compliqué. Et en fonction des critères utilisés, eh bien, vous pouvez tirer dans un sens ou dans l'autre. Si vous dites que un pays est bien adapté, ah bah s'il est bien adapté, alors pas besoin de le financer davantage. Alors que si un pays est bien adapté, eh bien, c'est qu'il a bénéficié de programmes qui ont pu permettre de s'adapter, et puis vous ne calculez pas le risque auquel il va être soumis potentiellement à l'avenir. Donc, il y a bien des enjeux pour nous chercheurs à bien comprendre les dynamiques politiques dans lesquelles nos savoirs scientifiques sont produits et seront utilisés.